La MESC, c'est une association qui envisage de faire des échanges interculturels, scientifiques et culturels et artistiques entre les pays de la Méditerranée en général, que ce soit le sud ou le nord de la Méditerranée, pas particulièrement l'Algérie, mais quand même particulièrement parce qu'ils sont algériens, hein, ils ont beaucoup d'entrées là-bas. Mais j'essaie quand même de les mettre en rapport avec beaucoup d'autres associations tunisiennes, marocaines, etc. Et puis bien sûr des personnalités françaises pour qu'il y ait vraiment un vrai échange. Donc avant de commencer, j'appellerai Jamal hein, pour qu'il parle un peu de cette association. D'ailleurs, comme j'ai tenu à la première, la soirée de lancement de cette association ici, j'ai tenu quand même à parler de quelqu'un qui est important pour moi, qui a fait le lien entre cette association, la MESC et le Scribe Harmattan, le docteur Ali Ibrahim, et je l'inviterai aussi à parler après toi, et après on va aller dans la conférence. Donc à toi de me dire ce que est la MESC. Bonsoir mesdames et messieurs, je représente l'association MESC. Nous activons dans le domaine d'échange culturel et scientifique. Notre action consiste dans l'organisation de conférences par des intellectuels leaderistes. Soit on accompagne des intellectuels français vers les pays du Sud, au moment où on commence avec l'Algérie, qui font des conférences dans plusieurs domaines scientifiques et culturels. Et aussi, nous essayons d'inviter des intellectuels algériens pour qu'ils viennent ici aussi donner des conférences et échanger des idées, former une passerelle. C'est ça notre objectif, une passerelle, un passage pour les idées. Et prochainement, nous avons invité le docteur Rachid Khattab. Il a écrit un livre dans lequel il parle des Français chrétiens, des juifs, des laïcs qui ont soutenu la révolution algérienne durant 1952. Et il viendra nous exposer son livre ici à la rencontre. Et nous sommes heureux de vous accueillir aussi. On est heureux de votre soutien et j'espère que notre association accomplira ce projet et ça sera la vôtre aussi. Et merci de votre présence. Alors, notre expérience culturelle de l'échange entre la France et les pays du Maghreb. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un ami, c'est M. Lakhdar, qui me dit qu'on va fonder une association pour réaliser les idées qui n'ont pas été réalisées par l'Académie Euro-Arabe. Est-ce que vous êtes partant? Moi, j'étais tout à fait d'accord. Et alors, j'ai sollicité l'aide de Oussama Khalid pour commencer tout d'abord comme ça des conférences, des interventions, etc. Et de publications, parce qu'on va publier quelques livres. On a fait avec le philosophe français Jean-Pierre Faye un livre sur la métaphysique. Et on va publier prochainement l'essai du Beau, que j'ai traduit du français en arabe. On va publier le traité du Beau, le traité du Beau en bilingue, c'est-à-dire en français et en arabe. Et aujourd'hui, on va faire cette soirée sur la vision du monde, la langue arabe et la vision du monde. Et je souhaite que vous soyez heureux avec nous. Merci. Je crois au métissage culturel et linguistique, mais si on veut essayer vraiment de pénétrer et comprendre des choses, il faut qu'on fasse la discrimination entre les choses, même si méthodiquement parlant. D'un point de vue méthodique, on va faire quand même, on va essayer de voir quelles sont les spécificités de la langue et de la pensée arabe, ou sémitique en général, et les spécificités des Indo-Européens. C'est seulement une manière méthodique, tout en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui rassemblent les deux cultures, toutes les langues, il y a un métissage important,
Et même mon étude, si je n'ai pas le temps de tout approfondir et d'aller jusqu'au bout, à la fin, je montre bien qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux cultures. Je prends en particulier la langue arabe et la langue grecque. Quelquefois, je vais faire appel à la langue hébraïque. Quelquefois, bon, la langue française, etc. Mais particulièrement arabe et grec. Et je vais étudier ces deux langues d'abord du point de vue étymologique, deuxièmement du point de vue syntaxique, la grammaire. Et donc, on commence par l'étymologie. Quel est, par exemple, si on parle du verbe en français, quel est le verbe par excellence? Être. Le verbe. Maintenant, je crois que c'est clair d'abord, au moins pour l'instant, que la vision que j'essaie de souligner chez les Grecs, c'est une vision substantialiste du monde, composée de substances séparées, qu'on peut, avec la parole, avec le langage, les lier en faisant une phrase, pas la copule ou pas un lien, hein, et que dans la phrase arabe, c'est le contraire. Pour faire une composition, c'est-à-dire pour faire un énoncé qui a un sens, on est obligé de séparer les parties de la phrase pour qu'on puisse faire une phrase. Est-ce que ça c'est clair? Alors, on va aller, première ligne de la Bible. Séparer la terre de l'eau, de l'air, séparer le ciel et la terre. Donc, même la vision de la genèse du monde est basée sur la séparation, pas sur la synthèse. En arabe, c'est la même chose. Dieu est appelé Al-Bari. Al-Bari, c'est-à-dire celui qui a séparé. Al-Fatir, c'est lui qui a coupé. D'où le mot fautour. Le fautour, c'est la rupture. Hein? Fautour, c'est la rupture. Donc Dieu est celui qui sépare, celui qui coupe. Et que quand on parle de quelqu'un, on l'accuse d'un crime, et puis il dit « je suis bari », je suis innocent. C'est-à-dire je suis séparé de cette accusation. À partir de ça, on peut voir aussi dans la pensée, c'est-à-dire qu'on applique ça sur une vision du monde. La vision du monde de la création. La création est un acte de séparation. Qu'est-ce qu'il disait il disait, ah oui, als de ziel luistert, spreekt dat al een taal dat leeft. Donc quand l'âme écoute, parle déjà une langue qui vit. Chaque l'âme écoute, et si l'âme écoute, parle une langue qui vit. Vous voyez qu'entre parenthèses, on peut même être un petit peu germain et presque s'ouvrir à la richesse méditerranéenne. Donc là, au fond, ce qui s'appelle peut-être être français. D'ailleurs, entre nous, eh bien, cette langue courante, ce n'est plus qu'un poème dévasté par l'usage, où à peine un appel se fait pas entendre. Eh bien, c'est cet appel que peut-être nous donne la messe, et je souhaite à cette association et à ceux qui l'ont fait une très 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 longue vie. Merci beaucoup. Quel beau Bonsoir, donc je m'appelle Stavroula Bello. Donc, Renan Fechafton, que vous connaissez certainement, qui veut dire tout simplement « connais-toi toi-même ». Et c'est vrai que cette vision du monde-là, dont vous parliez tout à l'heure, chez les Grecs, on va dire, enfin en tout cas on va dire dans l'Antiquité, hein, parce que maintenant il vaut mieux se limiter à un petit peu d'histoire. C'est amusant d'ailleurs que vous ayez parlé des petits cailloux là, parce que justement chez Démocrite, qui est donc évidemment le philosophe des atomes, hein, il dit une chose ne peut pas donner beaucoup de choses, il n'y a que beaucoup de choses qui peuvent donner beaucoup de choses, et rien ne peut donner que rien. Vous parliez tout à l'heure voilà, de la création. Hein. D'ailleurs, en parlant de création, Hésiode,
Hein, il ne dit pas que Dieu créa, etc. Il dit, au début, il y avait effectivement le chaos, le chaos, où tout était ensemble. Et il dit, et vint Eros. Eros, les chamélistes, et vint Eros, pour délier les membres. Celui qui délie les membres. C'est quoi la vision du monde exprimée dans et par la langue arabe? Moi, je dirais que cette vision est la suivante. Le monde est constitué de choses qu'on doit nommer. C'est-à-dire, le souci de la langue arabe n'est pas de décrire le mouvement, c'est de nommer les choses qui seront un mouvement. Alors, la flèche du temps. Mais qui donc lance la flèche du temps au cœur de l'être? Quel est ce lanceur de flèche? Qui est-ce? Qui fait l'histoire? C'est Eros. Oui, donc on a besoin de la mythologie pour penser l'être. Mais la flèche du temps pénètre donc au cœur de l'être qui tout d'un coup se met à engendrer ce qu'il portait en lui comme malgré lui sous l'effet d'une blessure. C'est une belle image d'ailleurs, l'image de cette blessure de l'être, ce qui me fait penser d'ailleurs à la philosophie de Hegel d'une certaine manière.